Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence de vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu donc des failles et des structures faillées. Alors généralement, on dit qu'un contact anormal existe entre deux terrains lorsque ces derniers, n'ayant initialement aucun rapport, se retrouvent en contact par des phénomènes tectoniques. Alors, ces failles ou bien ces structures faillées se forment généralement dans un niveau structural supérieur, là où on a donc une déformation cassante ou bien une déformation discontinue. Et on parle donc d'un domaine de tectonique cassante, c'est-à-dire un niveau de la croûte terrestre où les conditions de pression et de température ne sont pas très élevées, ce qui permet donc de former des structures faillées ou bien ce qui favorise donc une tectonique cassante suite à des contraintes. Alors, pour commencer, nous allons donc voir quelques définitions. Sur ce schéma, nous avons un bloc diagramme qui représente donc une structure faillée. Comme vous voyez, ici le plan de faille, ou bien la surface de la faille, ou bien ce qu'on peut appeler également les miroirs de la faille, sépare deux blocs. Un bloc qui forme donc le mur et un autre bloc qui forme le toit. Alors comme on peut le constater, ici vous avez le bloc qui forme le mur correspond au bloc soulevé, tandis que le bloc qui forme le toit correspond au bloc abaissé ou bien au bloc affaissé. Alors par définition, une faille, c'est un plan de discontinuité ou bien un plan de cassure accompagné d'un mouvement relatif des compartiments qu'il sépare. Alors la surface de rupture, comme je viens de le dire, correspond au miroir de la faille. Le miroir de la faille et donc correspond, bien peut être considéré comme un élément tectonique planaire, c'est-à-dire correspond donc à un plan. C'est pourquoi d'ailleurs on peut également parler de plan de faille ou bien de la surface de la faille. Alors pour caractériser ce miroir de faille, pour le caractériser géométriquement, il faut donc déterminer sa direction et la valeur et le sens de son pendage. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme les limites des terrains géologiques, ou bien les contours géologiques, ou bien les limites des couches. C'est des plans qu'on peut donc caractériser géométriquement dans l'espace par leur direction et la valeur et le sens de leur pendage. C'est le cas ici également pour les failles, c'est-à-dire pour les plans de faille ou bien les surfaces de faille. Généralement au niveau donc de ce miroir de faille, parfois donc on peut avoir des roches broyées sous forme de brèches. C'est ce qu'on appelle les brèches de faille ou bien les mylonites. Alors, c'est quoi la direction d'une faille?
La direction d'une faille, comme vous voyez sur la figure, marquée ici par la ligne, bien la droite verte avec les deux flèches. Alors c'est tout simplement l'intersection, c'est-à-dire l'angle que fait, c'est-à-dire l'angle bêta ici, que fait la droite de l'intersection du plan horizontal avec le plan de la faille, avec le nord magnétique, l'angle bêta. Donc c'est un angle qu'on mesure avec une boussole, c'est-à-dire l'angle que forme cette droite, qui forme l'intersection du plan de la faille avec le plan horizontal par rapport au nord magnétique. C'est exactement la même, si vous voulez, même procédure pour déterminer la direction des plans de couche ou bien des limites de couche. C'est la même chose. Le pondage de la faille alpha ici, également c'est presque la même chose que pour les plans, bien les limites de couche. Regardez, alpha, c'est l'angle que fait le plan horizontal avec le miroir de la faille, alpha. C'est un angle qu'on mesure en général entre la ligne de plus grande pente et le plan horizontal. Le pondage de la faille. La valeur du déplacement relatif des deux blocs se nomme rejet, ou bien le rejet de la faille. Il correspond à la distance qui sépare deux points initialement confondus, c'est-à-dire deux points confondus avant le jeu de la faille. C'est ce qu'on appelle le rejet de la faille. Mais généralement, ce rejet peut se décomposer selon les trois directions de l'espace. C'est-à-dire, le rejet réel de la faille peut se décomposer en un rejet vertical, en un rejet horizontal transversal, ou bien en un rejet horizontal latéral. Différents types de failles. On peut distinguer deux grands types de failles selon le pondage de leur miroir. Les failles verticales et les failles obliques. Pour les failles verticales, c'est ce qu'on appelle des décrochements. Ils sont formés par des phénomènes de coulissement, c'est-à-dire ils se forment dans des contextes coulissants. C'est ce que vous avez ici comme bloc diagramme. Donc vous avez une faille verticale ici, c'est-à-dire un décrochement qui sépare deux blocs. Et donc, ces deux blocs-là sont déplacés latéralement ou bien horizontalement, avec ici déplacement de ce bloc vers ce sens-là et déplacement de celui-là vers l'autre sens. Alors quand on a des décrochements comme ça, il faut déterminer est-ce qu'il s'agit de décrochement dextre ou bien de décrochement sénestre. C'est-à-dire tout simplement voir le déplacement des blocs. C'est-à-dire se mettre sur la faille ici et regarder l'un des blocs. Si je regarde ce bloc-là, s'il est déplacé vers ma gauche, donc je parle d'un décrochement sénestre. Au contraire, s'il est déplacé vers ma droite, donc je parle d'un décrochement dextre. Donc ici, nous sommes en présence d'un décrochement sénestre parce que le bloc est déplacé vers ma gauche. La même chose ici, si je regarde ce bloc-là, je me mets ici sur la faille, je regarde ce bloc, je vais voir qu'il est déplacé vers ma gauche. Donc il s'agit bien d'un décrochement sénestre. Pour les failles obliques, on peut distinguer en gros deux types de failles obliques. Les failles normales et les failles inverses. Les failles normales sont formées dans un contexte
d'extension ou bien d'étirement. Voilà, ici donc vous avez un bloc diagramme d'une faille normale. Alors pour la faille normale, comme vous voyez, le bloc ABC se trouve au-dessus du plan de la faille, ou bien des miroirs de la faille. Et le pondage de la faille, il est dirigé vers le bloc ABC. Le jeu de la faille exprime une distension. Alors dans ce cas de faille normale, l'espace occupé par le terrain avant la déformation est très petit, ou bien réduit, ou bien inférieur à l'espace occupé par le terrain après la déformation. C'est-à-dire, tout simplement, on a donc une extension, bien un étirement. L'autre type de faille, la faille inverse, généralement ce sont des failles qui se forment dans un contexte compressif, c'est-à-dire suite à une compression. Ici, vous avez donc le bloc diagramme qui représente la faille inverse. Regardez, donc le bloc soulevé se trouve au-dessus du plan de faille, tandis que le bloc ABC se trouve au-dessous du plan de faille, c'est-à-dire l'opposé de la faille normale. Le pondage de la faille ici, comme vous voyez, le sens du pondage de la faille est vers le bloc soulevé. L'espace occupé par le terrain avant la déformation est très supérieur à l'espace occupé par le terrain après la déformation. C'est-à-dire, tout simplement, nous avons une compression. C'est-à-dire, les failles inverses se forment dans un contexte compressif. Revenons maintenant au rejet d'une faille, exemple ici, faille normale. Comme vous voyez, vous avez deux blocs, bloc ABC, bloc soulevé, c'est-à-dire le mur, le droit. Vous avez le miroir de la faille. Alors, au niveau de cette faille-là, donc on peut déterminer les différents rejets, c'est-à-dire les différents sens de déplacement des éléments qui composent donc les blocs. Alors cela donc est matérialisé par ce parallélépipède mauve. Donc vous avez le rejet réel, marqué ici par cette flèche rouge. En quelque sorte, c'est le rejet qui peut être composé en plusieurs rejets, tels que par exemple le rejet vertical, ici, c'est-à-dire le déplacement des blocs verticalement, le rejet horizontal transversal et le rejet horizontal latéral, s'il existe bien sûr. Voilà donc les trois composantes du rejet d'une faille. Ici, le cas d'une faille normale. Le cas d'une faille inverse, la même chose. Donc vous avez le rejet réel ici, c'est-à-dire la distance qui sépare le point A et le point A'. Ce rejet peut être décomposé en plusieurs rejets, par exemple le rejet vertical, le rejet horizontal transversal et le rejet horizontal latéral. L'aspect des failles sur la carte. Quand on a des failles sur une carte, c'est-à-dire quand on a une région qui présente une structure faillée sur une carte, généralement, ces failles sont marquées par un trait noir épais, pour les différencier bien sûr des contours géologiques qui sont dessinés par des traits noirs mais peu épais. Parfois, sur ce trait noir épais, on peut ajouter des petits traits comme ça, ou bien des petits triangles. Alors, quand on est en présence de traits noirs épais avec des petits triangles,
généralement, il faut penser à une faille inverse ou bien carrément à un chevauchement. Parce qu'un chevauchement, ce n'est qu'une faille normale inverse, ce n'est qu'une faille inverse avec un faible pendage. Quand vous avez des petits traits comme ça, il faut généralement penser à une faille normale. Bien sûr, pour dessiner la faille sur une coupe géologique, ici vous avez donc la présentation des failles sur une petite carte, c'est-à-dire sur le plan, une petite carte géologique ou bien sur un plan, ici. Pour les dessiner sur la coupe géologique, il faut absolument donc connaître la valeur et le sens du pendage de la faille. Alors les mêmes règles peuvent être appliquées pour les failles, c'est-à-dire les règles qu'on avait vues pour les contours géologiques, on peut les appliquer pour les failles pour déterminer la valeur et le sens du pendage, sauf les signes de pendage qu'il ne faut jamais appliquer aux failles sur une carte géologique. C'est-à-dire les signes de pendage qu'on a sur la carte géologique ne concernent que les terrains ou bien les couches géologiques. C'est-à-dire les signes de pendage sur une carte géologique ne s'appliquent jamais aux failles. Alors pour déterminer la valeur et le sens du pendage de la faille, il faut examiner tout simplement le comportement du tracé de la faille vis-à-vis en général des talwegs. C'est-à-dire, si le tracé de faille traverse le talweg sans dessiner par exemple de V, cela veut dire que la faille est verticale. Alpha de la faille égale à 90 degrés. Par contre, si la faille, bien le tracé de la faille traverse un talweg qui dessine un V qui est très exprimé et un tracé plus ou moins parallèle de courbe de niveau, cela veut dire que vous êtes en présence d'une faille presque horizontale. Mais si le tracé de la faille traverse le talweg et dessine un V qui n'est pas très bien prononcé, alors dans ce cas-là, le pendage de la faille est incliné et sa valeur est comprise entre 90 degrés et 0 degré. Donc, en général, il faut examiner le comportement du tracé de faille vis-à-vis surtout des talwegs, mais également vis-à-vis donc des courbes de niveau et également vis-à-vis des crêtes. Alors, si je regarde cette carte-là, alors les terrains qui affleurent à la surface de la Terre, ce sont les terrains 2 et 3. Ces terrains-là, deux terrains, qui sont coupés par deux failles. Vous avez une faille ici et vous avez une faille ici. Si je regarde bien, donc les failles dessinent des V au niveau du talweg ici. Alors, cette faille-là, je regarde la pointe du V, c'est vers ce sens-là. Donc cette faille-là est pointée vers le terrain droit, vers ce sens-là, c'est-à-dire vers la gauche. Tandis que celle-là, la même chose, donc elle est pointée vers le terrain droit, mais vers la droite. Donc déjà ici, je peux dire que j'ai deux failles, puisque deux failles avec des pendages pointés vers le terrain le plus récent, parce que si vous regardez ces trois, donc si on considère donc la numérotation des terrains, c'est-à-dire le plus ancien, c'est peut-être 0, 1, 2, 3, le plus récent. Donc ici, les deux failles sont pointées vers le terrain récent, c'est-à-dire 3. Donc déjà ici, je peux dire qu'il s'agit de failles normales. Et puisque j'ai ici deux failles normales, avec des sens de pendage opposés, mais qui se font tous vers, c'est-à-dire dont le sens se fait vers le terrain récent, donc je peux parler déjà de deux failles conjuguées, de deux failles normales conjuguées.
deux failles normales conjuguées. Alors pour les dessiner, c'est facile. Donc quand on a donc une coupe géologique à faire dans une structure faillée, la première chose à faire, c'est de dessiner les failles avant de commencer à dessiner les terrains. Donc la première chose à faire, c'est de projeter les points d'intersection des tracés de failles avec mon tracé de coupe géologique. Par exemple ici, si je considère mon tracé de coupe géologique ici, donc les points que je vais projeter, c'est ce point-là que je vais projeter sur un profil. Donc ici, je considère un profil plat. C'est pour vous donner un exemple, c'est tout. Hein, donc c'est arbitraire, donc c'est très schématique. Par contre, si j'ai mon tracé de coupe ici, par exemple, qui passe par ici, je vais projeter ce point-là, par exemple. Si je l'ai ici, par exemple, n'importe où j'ai mon tracé de coupe, je projette alors le point d'intersection du tracé de coupe avec le tracé de la faille sur mon profil topographique. Si pour simplifier, j'ai mis mon tracé de coupe ici, donc je projette donc les points d'intersection des failles, des deux failles, celle-là et celle-là, sur mon profil topographique ici considéré comme plat. Alors, ici, je connais la valeur et le sens du pondage. Je peux donc dessiner mes failles. Donc, la première faille comme ça, la deuxième faille ici comme ça. Deux failles normales conjuguées. Voilà, j'ai bien dessiné donc mes failles. Une fois je dessine mes failles, maintenant c'est simple. Bien sûr, pour faire le dessin des terrains, donc il faut suivre donc les étapes dont on a déjà parlé, c'est-à-dire donc projeter les limites d'affleurement sur le profil topographique. Une fois que vous avez projeté les limites d'affleurement sur le profil topographique, maintenant vous passez à dessiner le premier bloc indépendamment des autres. Je commence à dessiner n'importe quel bloc, celui-là ou bien celui-là ou bien celui-là, indépendamment des autres. Parce que ici, les failles forment des murs, des limites, c'est-à-dire qui séparent les blocs. Je ne peux pas dessiner tous les blocs, ou bien deux blocs d'un seul coup, mais ce qu'il faut faire, c'est toujours commencer par un bloc. Quand vous le terminez, passez à un autre, passez à l'autre, etc. Donc les blocs sont indépendants, donc vous pouvez les dessiner indépendamment, les uns des autres. Mais bien sûr, quand vous faites le dessin, il faut absolument que vos couches ici, ou bien vos limites de couches, reflètent le sens de déplacement des blocs. C'est-à-dire le décalage ici, il faut qu'il soit correct. Voilà donc ce que je vais obtenir à la fin ici pour cette coupe. Donc j'ai ici la couche 2. En dessous de 2, j'ai 1 ici qui est caché, n'affleure pas la surface, se trouve en profondeur. Voilà. Et au centre, j'ai également donc toute la série 1, 2, 3. Il s'agit bien donc, comme j'ai dit, de failles normales conjuguées. La même chose ici. Alors ici, je regarde, donc mes failles, le sens de pondage des failles, c'est vers le terrain ancien, c'est-à-dire 2. Donc automatiquement ici, il s'agit de failles inverses. J'ai deux failles inverses ici, sens de pondage opposé vers le terrain ancien, failles inverses conjuguées. Deux failles inverses conjuguées. Pour les dessiner, je suis la même procédure que tout à l'heure. Projette les limites, ou bien le point d'intersection de tracé de faille avec mon tracé de coupe. Je dessine mes failles, puis je passe à dessiner les terrains dans un bloc indépendamment des autres. Ce que je vais obtenir, c'est ça. Donc ici, vous avez le terrain, le bloc soulevé au centre ici, et le bloc abaissé de chaque côté avec le terrain le plus ancien comme tout à l'heure, le terrain 1, 2, 3. Le terrain le plus ancien, c'est le terrain 1, le terrain le plus récent, c'est 3.
Alors il s'agit là donc de deux failles inverses conjuguées. Si je regarde ça sur un bloc diagramme, voilà donc ce que je vais avoir. Donc bloc diagramme en quelque sorte, c'est quand on regroupe la coupe, c'est-à-dire le plan vertical et le plan horizontal. Et la carte, si vous voulez, ici, le plan horizontal. On obtient donc ça. Pour les failles verticales, la même chose. Donc vous avez ici une petite carte avec des terrains ici, 1, 2, 3, qui affleurent à la surface de la Terre. Ces terrains-là sont coupés par deux failles ici marquées en rouge. Deux failles en rouge. Vous avez ici sur la carte un Thalweg. Si je regarde, donc les failles traversent le Thalweg sont formées de V. Donc automatiquement, il s'agit ici de failles verticales. C'est-à-dire, il s'agit donc de failles décrochantes. Quand on a des failles décrochantes, comme je vous ai dit, il faut déterminer est-ce que c'est dextre ou bien sinistre. Si je regarde celle-là, si je regarde ce bloc-là, il est déplacé vers ma droite. La même chose ici, il est déplacé vers ma droite. Quand je regarde vers ce côté-là, il s'agit d'un décrochement dextre. Celui-là, je regarde ce bloc-là déplacé vers ma gauche. Si je regarde ici, la même chose, déplacé vers ma gauche. Donc ici, il s'agit d'un décrochement sinistre. Décrochement sinistre ici, décrochement dextre ici. Alors pour dessiner sur la coupe, il faut suivre les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc projeter le point d'intersection du tracé de coupe avec le tracé de la faille sur le profil topographique, puis dessiner un trait vertical, puisqu'il s'agit ici de faille verticale. Alpha égale 90 degrés. La même chose ici. Quand je termine ça, je dessine mes terrains. De la même façon que tout à l'heure. Je dessine donc mes terrains bloc par bloc, etc. Ici, donc, vous avez une photo, comme vous voyez ici. Si je regarde bien, donc mes terrains ici, mes couches ici, par exemple, regardez, si je suis cet ensemble de couches ici, latéralement, donc ici les couches sont presque horizontales, sont un petit peu inclinées, mais avec un pendage très faible. Mais si je suis latéralement les couches ici, regardez cette partie-là, donc j'ai deux terrains ou bien deux couches en contact, mais qui ne se ressemblent pas. Ici vous avez des marnes, ici des calcaires. Donc entre les deux ici, il y a une cassure, il y a une discontinuité. La même chose ici. Regardez donc la discontinuité ici passe par ici comme ça. Donc il s'agit d'une discontinuité ou bien d'une faille tout simplement verticale. Ici la faille, il est rempli. Vous voyez ici le remplissage de la faille ici. Hein. Généralement ici, on peut dire que c'est une faille remplie par la calcite. Parce que comme on a déjà vu, les discontinuités tectoniques peuvent être ouvertes ou bien fermées, c'est-à-dire remplies par la cristallisation de certains minéraux, mais généralement la calcite et le quartz. Mais parfois également, on peut avoir donc un remplissage par des roches endogènes si on a par exemple des dikes qui montent le long donc des fractures ou bien des discontinuités. Mais en général, dans les terrains sédimentaires, si vous avez donc des discontinuités, des fractures, des cassures, des failles, généralement, ces failles sont remplies par soit du quartz ou bien la calcite. C'est ce qu'on a ici, donc un remplissage de calcite. Si j'agrandis cette partie-là, sur cette deuxième photo ici, je peux voir clairement donc le tracé de la faille qui passe par ici, rempli par la calcite. Il s'agit bien d'une faille verticale. Alors pour déterminer le sens de déplacement des blocs, ici j'ai un crochon de faille à côté donc de la faille ici. Donc le crochon de faille, c'est cette déformation du couche ou bien des terrains près de la faille. C'est-à-dire, quand on s'approche de la faille ici, les terrains sont tordus. Ils forment donc une sorte
donc de crochant, c'est ce qu'on appelle le crochant de faille. Alors ici, comme vous voyez, le crochant de faille, il est marqué en particulier ici, au niveau de cette couche-là. Regardez, donc la couche, il est un peu tordue ici. On peut le voir clairement également ici. Crochant de faille, regardez la couche ici, il est tordu près de la faille ici, et déformé. Ici, donc, il est presque horizontal, mais quand on est près de la faille, le pendage de la couche se transforme, se change, si vous voulez, sous l'effet de la torsion ici, donc de ce bout de la couche. La même chose ici, on peut le voir ici au niveau des marnes, ici, donc vous avez un crochant de faille. Donc le crochant de faille, en quelque sorte, il nous aide à déterminer le sens de déplacement des blocs. Donc ici, le sens de déplacement des blocs, vous avez un déplacement vertical des blocs, c'est-à-dire ici le bloc abaissé, ici le bloc soulevé. Donc c'est tout ce qu'on peut déterminer ici, donc c'est-à-dire vous avez donc un déplacement des blocs dans le sens vertical. Mais pour voir est-ce qu'il y a des déplacements horizontaux, c'est-à-dire horizontal latéral ou bien horizontal transversal, ici l'horizontal transversal, je ne pense pas qu'on va la voir puisqu'on a une faille verticale, il n'est pas donc incliné. Mais on peut avoir un déplacement horizontal latéral. Pour le vérifier, il faut voir donc au niveau du miroir de la faille, il faut examiner donc les tectoglyphes. Donc il faut chercher une zone où vous avez les tectoglyphes au niveau du miroir de la faille pour voir est-ce que vous avez également donc un mouvement horizontal latéral ou non. Ici également vous avez un exemple de faille décrochante. Vous avez ici le tracé de la faille. Tracé de la faille qui passe quelque part ici. Regardez, ce décrochement, il est lié, grosso modo, c'est le résultat, si vous voulez, d'un séisme. Donc ici, on peut voir, si vous voulez, le décalage. Vous avez donc ici, ce bloc-là, il est déplacé comme ça, et celui-là, déplacé dans ce sens-là. Donc ici, je peux parler d'un décrochement dextre. Voilà donc quelques exemples de failles, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir d'autres exemples. Ici, je vous ai donné uniquement les exemples les plus connus, les plus abondants sur le terrain. Mais on peut avoir d'autres exemples de failles, comme ce qu'on avait dans le cours. Je vous remercie pour votre attention.